Bonjour et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey présenté par IGA. Aujourd'hui, je m'entretiens avec une championne du monde. Et oui, elle est la championne dans les super mi-moyens, une boxeuse exceptionnelle, mais surtout une femme qui a envie d'inspirer par sa passion et ses convictions. Ici Isabelle Etier et je vous invite dans l'univers hockey de Marie-Ève Dicker. Marie-Ève, merci de prendre le temps de t'arrêter, de venir te raconter un peu dans ta passion et ta relation avec le hockey. Toi qui as un horaire hyper chargé, tu es boxeuse professionnelle, oui. Tu viens de faire un combat que tu as remporté pour devenir championne du monde, mais aussi tu es dans les communications. On te voit à C'est quoi? On te voit toutes les semaines avec la poche bleue dans le coin bleu. Un concept super intéressant. Bien, écoute, c'est toujours un plaisir pour moi là, de faire du temps parce que je pense qu'on a tendance à me poser des questions souvent sur mon adversaire, sur les combats et tout ça, mais c'est rare qu'on prend le temps d'aller un petit peu plus en profondeur. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Puis, ça de plus, ça de moins à mon horaire rendu là, tu sais. Ben, tu sais, c'est ça. Tu es une fille occupée, c'est comment s'organiser, hein? Exact. On va tout de suite parler hockey. Toi, quelle place le hockey prend dans ta vie? Comment c'était quand tu étais la petite Marie-Ève à aujourd'hui? Là? Ça ressemble à quoi? Là? Quand j'étais jeune, moi, mon rêve était de devenir joueur de hockey professionnel. Là. Ma famille, on est une famille de hockey. Moi, j'ai commencé à harceler ma mère à l'âge de 4 ans pour jouer au hockey. Finalement, ça a repris 6 ans. Là. Mais je ne lâchais pas le morceau. Mon oncle, ma grand-mère, mon cousin, quand j'étais jeune, mon cousin il tapait les coussins du divan. Là, il faisait des jambières avec. Là. Bref, j'ai grandi en regardant le hockey. Aujourd'hui, ben, c'est sûr, comme tout le monde, je suis un petit peu le Canadien, mais je dirais là, que ma grosse passion, là, c'était surtout là, quand j'étais jeune. J'ai vraiment grandi avec les années là, 90, là où le Canadien était dominant. Donc, pour moi, là, ça a vraiment occupé une grande place dans ma vie, le hockey. Là. Puis, t'es quel genre de fan, toi, quand tu vas voir une game de hockey? Moi, je suis le genre de personne, ça dépend dans quel contexte. Si je suis dans une loge, d'ailleurs, je déteste aller voir des parties dans une loge parce que je suis plus concentrée sur toute la nourriture qu'il y a autour que sur la game. Puis moi, je suis comme, hey, non. Fait que je suis vraiment une fille qui aime suivre la partie, qui aime apprécier l'aspect physique du jeu, apprécier à quel point les gars sont des athlètes. Donc, pour moi, quand je ne suis pas dans une loge, dérange-moi pas pendant la partie. Okay. Ça, c'est un incontournable. Puis dans une loge, ben, ça me fatigue quand les gens me dérangent, mais en même temps, je sais qu'on est là plus pour le social. Donc, la question, c'est j'aime mieux le regarder pas dans une loge que dans une loge. Mais de toute façon, tu dis déjà, tu sais, j'ai entendu dans une entrevue dire que tes oreilles sont tout le temps partout. Durant un combat, tu as déjà écouté les commentaires de l'analyste en train de combattre. Oui, bien, c'est ça. Moi, j'étais dans les cadres, puis c'est comme dans mes débuts de combat, puis là, les analystes qui sont sur le bord du ring, puis là, j'entends « Oh, Dicker esquive à droite, Dicker esquive à gauche. » Puis je suis comme « Wow, c'est vraiment hot. » Il dit tout ce qu'il fait. Puis là, à un moment, il dit « On sent une baisse de régime de la part de Dicker. » Non, je ne suis pas fatiguée. Puis là, je me remets à être plus... Il dit, tu sais, non, ça va bien. Non, ça va bien, mais pourquoi vous pensez ça? Fait que, bref, oui, moi, mes oreilles sont partout. Je suis comme hyper stimulée à tout ce qui se passe. Je fais 3000 affaires en même temps, donc c'est ça. Puis, quel est ton plus beau souvenir hockey, toi? Moi, c'était souvenir du Forum de Montréal, là, quand il y avait encore des places debout. On pouvait acheter des billets, c'était des billets debout. Tu n'étais pas assis, c'était première arrivée, premier servi. Puis moi, à cette époque-là, j'étais trop petite, donc j'arrivais en dessous des panneaux. Donc, on apportait un step, là, une marche de plastique. Ouais. Donc, j'allais au forum avec mon step. Puis, c'est tellement drôle parce que ma mère a encore ce step-là. On l'utilise pour la peinture et tout ça. Puis, à toutes les fois que je le vois dans la pièce de rangement, c'est tellement des souvenirs inoubliables. Tu sais, quand tu es trop petite et que tu n'arrives pas à voir. Mais moi, je passais la partie debout sur ma petite marche et les yeux comme grands comme ça à regarder mes idoles jouer, là. Puis j'imagine que lorsque tu as reçu le prix Maurice Richard décerné par la Fondation Saint-Jean-Baptiste, ça a dû avoir une connotation encore plus spéciale parce que oui, c'est pour reconnaître l'élitisme, pas l'élitisme, là, mais l'élitisme. Bravo Isabelle, ça c'est... Non, oui, c'est l'élitisme, le sport malheureusement, mais non, c'est pas de ça. Non, l'élite dans le sport, donc l'excellence dans le sport, ça a dû faire... un petit quelque chose de spécial pour toi, vu que ça Ben,
c'est sûr que pour moi, c'était grandiose parce que, comme je dis, j'ai vraiment grandi en regardant le hockey. À la base, avant de devenir boxeuse, avant même d'aimer le karaté, j'étais une fan de hockey. Donc, Maurice Richard, pour moi, c'est un héros, tu sais, c'est un monument. Pour moi, c'est un icône. Donc, de recevoir un prix qui a été comme instauré à son honneur, pour moi, jamais j'aurais pu penser ça quand j'étais jeune, de dire, OK, tu sais, je veux devenir un athlète, je veux devenir championne et tout ça, mais de recevoir le prix qui a été fondé à l'honneur de Maurice Richard, dont Mario Lemieux a été récipiendaire et tout ça. Donc, de voir la liste d'athlètes québécois qui ont reçu ce prix-là, moi, j'ai grandi en les regardant, j'ai grandi en m'inspirant de leur performance. Donc, pour moi, c'était comme, wow, c'est vraiment un accomplissement, là. D'ailleurs, tu dis que une des choses que tu veux faire, c'est inspirer à travers ton parcours, de pouvoir avoir un impact positif chez les gens, chez les jeunes. Bien, clairement, tu sais, je pense que des fois, les athlètes professionnels ne réalisent pas à quel point ils ont cette chance-là. Je parle d'une chance, mais je parle aussi d'une responsabilité, d'un devoir. Il y a tellement de jeunes, il y a tellement de gens qui nous regardent, donc on a la possibilité de faire avancer la société, faire la possibilité de changer les choses, de changer les mentalités. Donc pour moi, ça va de soi. Je fais mon sport pour inspirer les gens, je fais mon sport pour faire avancer la société. J'adore la boxe, c'est ma passion, mais pour moi, c'est encore plus que ça. Donc oui, clairement, là. Fait que c'est ça qui nourrit ta passion, j'imagine. Clairement, tu sais, des fois, on ne se le cachera pas, comme dans tous les métiers, il y a des moments difficiles, il y a des moments où on se demande pourquoi on se fait endurer ça, pourquoi on subit là, tous ces sacrifices-là, tous ces moments où des fois, là, on a le goût d'abandonner, puis c'est toujours cette pensée-là qui me revient en tête. Tu sais, moi, je dois le faire parce que j'ai la chance, un, de pouvoir le faire, mais deux, parce que je veux démontrer aux gens que c'est possible. C'est possible de croire, c'est possible d'aller au fond de nous-mêmes, c'est possible de réussir. Donc, c'est vraiment ce qui me nourrit dans ma quête lors des combats et tout ça, là. Toi qui sais ce que ça prend pour être champion, pour être un bon boxeur, une bonne boxeuse, qui serait un joueur de hockey ou une joueuse de hockey là, présentement qu'on connaît, qu'on pourrait voir comme boxeur ou boxeuse? Qu'on pourrait voir comme boxeur. Et en ce moment, c'est sûr que dans le club du Canadien, ça serait pas facile à trouver. Et là, je pense que je pense que beaucoup ont jeté la serviette. Il y aurait peut-être Pezzetta là, en ce moment là, qui démonte du cœur parce que ce qui arrive, c'est en boxe, comme en hockey, comme dans tous les sports, c'est important d'avoir un certain talent, mais c'est surtout important d'avoir le désir de vaincre, d'être capable de mordre dans son mode-piste puis d'aller de l'avant. Puis, en boxe, une mauvaise soirée, ça ne peut pas exister, là. T'as pas de chance. Non, tu n'as pas de chance. En ce moment, là, je dirais peut-être un qui a cette fougue-là, puis je dirais peut-être un nouveau idole au fil du temps, c'est Ovechkin. Ovechkin, là, j'ai eu la chance de le voir jouer. Ben, écoute, ce gars-là joue avec la même fougue qu'il jouait quand il a commencé. Là, j'ai eu la chance de le voir jouer en début de carrière. C'était déjà un joueur dominant, puis je me disais, c'est impossible que ce gars-là puisse garder cette intensité-là, cette fougue-là pendant plusieurs années, puis il m'a prouvé le contraire. Donc, je pense que Ovechkin serait un bon boxeur, là. Puis, c'est quelqu'un qui a du plaisir à jouer. Oui, mais je pense que c'est ça le secret, tu sais, puis peu importe ce que tu fais, c'est d'avoir du plaisir à faire ce que tu fais, que ce soit joueur de hockey, que ce soit boxeur, que ce soit PDG d'une compagnie, que ce soit commis, peu importe ce que tu fais, je pense qu'au final, tu passes tellement d'heures à faire ça dans ta vie qu'il faut que tu aies du plaisir à le faire parce que sinon, ça devient une corvée, puis c'est pas la même chose, hein. Effectivement. Si je te donne l'occasion d'aller prendre une bière ou un gin, parce que je pense que tu préfères le gin, mais avec... je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai entendu ça. Écoute, j'ai martelé le message. Avec un joueur ou une joueuse de hockey du passé, du présent ou du futur, ça serait qui et pourquoi? Écoute, moi, je dirais Patrick Roy. Parce que Patrick Roy, c'est vraiment, pour moi, un modèle de gagnant, un modèle de détermination. Puis, moi, j'ai grandi, je collectionnais les cartes de Patrick Roy, j'avais tous les chandails de Patrick Roy possibles, même si j'étais ailier gauche. Mon idole, c'était Patrick Roy. J'ai eu la chance de le rencontrer et de discuter quelques minutes avec lui. Mais c'est sûr que pour moi, ça représente mon enfance, ça représente un petit peu ce qui a inspiré mon chemin vers le sport. C'est mes premiers amours, comme je le disais, le hockey, avant même de penser au sport de combat. Moi, je regardais le hockey. Donc, je pense que ce serait Patrick Roy, là.
Puis, tu sais, tu as en commun avec lui d'avoir Raconte-moi, le livre Raconte-moi, Oui. Marie-Ève Dicker, qui a été écrit par Oui, Mathias oui, oui. Brunet. Ouais, tu sais, tu fais partie de la même catégorie, hein? Ben, écoute, moi, je serais pas prête à dire ça, là. Mais pour nous, oui. Mais bref, on a évolué dans les mêmes amphithéâtres. Là, j'ai gagné mon titre de championne du monde là, au centre Vidéotron, là où les Remparts jouaient. J'ai fait la mise au jeu protocolaire d'ailleurs des Remparts. Donc, c'est drôle parce que quand j'étais petite, pour moi, c'était quelque chose d'impossible, c'était quelque chose d'inatteignable, de graviter dans un univers comme ça, d'avoir la chance de boxer au centre Vidéotron récemment, au Centre Bell, d'avoir la chance de rencontrer Patrick Roy, pour moi, de travailler avec Guillaume et Max, c'était inconcevable. Là, au fil de ma carrière, j'ai fait des belles rencontres, notamment Chantal Maccabé. Là, ça, c'est une rencontre coup de cœur. Mais bref, moi, j'ai grandi en regardant ces gens-là. J'ai grandi en les admirant, en m'inspirant d'eux. Puis aujourd'hui, ma vie, je gravite autour de ces gens-là. Donc, pour moi, ça aurait été... c'est vraiment un rêve de petite fille qui se réalise. Là. C'est inspirant à t'entendre. On voit que tu es passionnée, que tu es reconnaissante, puis que tu continues à avancer dans ça parce que c'est vraiment une passion. C'est ça. Bien, clairement, c'est une passion. Puis, je pense qu'il faut que ce soit pour être capable de le faire parce que, comme tu disais tout à l'heure, c'est un horaire chargé, autant au niveau performance, quand je parle de boxe, que du côté média, dans tous les projets dans lesquels je suis impliquée. Mais je suis cette passion-là m'anime. Puis moi, je me lève le matin, puis je regarde mon agenda, puis même si elle est chargée, je suis comme, my God, que c'est cool, tu sais. Je t'amène dans mon segment tir de barrage. Donc, c'est des ceci, cela. Hein? Okay. Fait que, je te demande. Toasté ou stimé tes hot dogs? Ah, stimé. Ah, stimé. Mais je me rappelle même pas la dernière fois que j'ai mangé un hot dog. Ah oui? Honnêtement, je me rappelle même pas. Je pense que ça doit faire 20 ans que j'ai pas mangé un hot dog. Je suis pas une fille de junk food. Okay. À la base, je suis tout le temps sur un plan alimentaire presque avec les combats. Puis moi, je suis une fille qui aime bien manger, donc je vais privilégier un tartare, un filet mignon ou quelque chose comme ça. Tu sais, je vais vraiment privilégier ce type de nourriture-là avec du vin et du dessert. Donc, les hot dogs, pour moi, si j'ai quelque chose à manger, je ne me dirige pas vers un hot dog, mais mettons que ça serait stimé. Fait que j'imagine que tu es plus sucré que salé. Ben là, je ne sais plus. Honnêtement, je pense que je vieillis. Parce que plus jeune, c'était non négociable, c'était sucré. Puis là, des fois, des rages de chips, là, ça ne m'arrivait pas, ça, plus jeune. Là, Endurance ou puissance? Parce que tu as besoin de les deux à la boxe. Endurance. Clairement, puissance, depuis le début de ma carrière, c'est quelque chose qui revient souvent. Marie-Ève manque de puissance et tout ça, mais Marie-Ève n'est pas tuable. Donc, clairement, endurance. Mais c'est en train de changer un petit peu parce qu'à un moment donné, on travaille quasiment juste mes lacunes, donc je fais beaucoup plus de trucs de puissance que d'endurance. C'est que là, maintenant, je commence à trouver ça plus facile. Bien, c'est normal, tu travailles, mais je suis d'accord qu'à la boxe, c'est tellement important, l'endurance. Oui. Ben, les deux sont importants, mais moi, c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai toujours eu plus d'aptitude. Ce sont les trucs d'endurance plus que de puissance. Là. Moi, les cross-country, j'étais toujours meilleure que dans des sprints ou des trucs comme ça. Puis ça, j'étais enfant, c'était comme ça. Fait partie de ta personnalité. Parlons de Noël. Ah, Noël. Moi, je suis comme un lutin de Noël. Là. Le film Elf, là, c'est à peu près moi. Noël, dans ma famille, c'est tellement magique. Puis encore, maintenant, j'ai 35 ans, puis Noël, c'est tellement important. Là. Chaque truc est de Noël. C'est le déjeuner de Noël, c'est la fête de Noël, c'est les décorations de Noël. Bref, Noël, clairement. Si je te dis Coupe Stanley ou une médaille d'or olympique, selon toi? Ah, c'est vraiment difficile parce que j'ai commencé à boxer parce que je rêvais d'aller aux Jeux olympiques, puis le karaté, c'était pas un sport olympique. Donc, moi, les Jeux olympiques, là, j'étais en maternelle, puis c'était les Jeux olympiques de l'île-en-mer. Puis là, j'arrivais, puis c'était comme, Madame Ginette, savez-vous, aujourd'hui, le Canada a gagné. Fait que moi, j'ai toujours trippé, mais une Coupe Stanley, et là là. Les deux? Oui. OK, les deux. Mais je trouve ça le fun parce que tu as été justement analyste cet été pour le karaté, pour les Jeux olympiques. Ça a dû être un moment spécial pour toi. C'était une façon de participer aux Olympiques, mais autrement. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir bouclé la boucle avec cette expérience-là parce que moi, j'étais une karatéka. J'ai grandi dans le karaté. J'ai commencé à 5 ans. Je suis ceinture noire 5e dan. J'avais une école de karaté, tout ça.
Puis, je me suis dirigée vers la boxe parce que le karaté, c'était pas un sport olympique. Donc, plusieurs années plus tard, quand on m'a demandé d'analyser, d'être analyste pour les Jeux en karaté, c'était la première fois que le karaté était là. Pour moi, c'était comme, aïe, aïe, je viens vraiment jumeler toutes mes nouvelles passions qui sont les communications à mon amour de jeunesse qui est le karaté, puis le rêve que j'ai toujours eu des Jeux olympiques. Donc, pour moi, c'était vraiment un effet là, de boucler la boucle. C'était vraiment cool. Mon dernier, le mieux ou Gretzky? Oh my God! Moi, je suis un peu plus jeune, donc je dirais le mieux. Parce que c'est ça, tu sais, j'ai vécu quelques bonnes années de Wayne Gretzky, mais quand moi, je regardais le hockey, c'était vraiment plus Mario Lemieux là, qui était le dominant dans la Ligue nationale, là, donc je dirais Mario Lemieux. Très bon choix. On aime ça. Ben, les deux, c'est de bons choix. Il y a pas. Ouais, en fait, c'est plus les raisons, puis on aime ça. Exact. Ça nous apprend à découvrir un peu les personnalités à travers le choix que les gens prennent. Place aux femmes. Bon, à Femmes d'hockey, on aime ça mettre en valeur les femmes dans l'univers du hockey, que ce soit une joueuse de hockey, que ce soit une maman, une sœur, un entraîneur, quelqu'un dans les médias. Qui serait la femme d'hockey qui t'inspire, toi? Bien, en fait, il y en a deux. Je dirais beaucoup Chantal Maccabé parce que pour tout ce qu'elle a accompli, autant du côté médiatique, là, parce que, tu sais, pour moi, je l'ai écouté tranquillement, j'essaie de prendre ma place tranquillement dans un domaine où, ben, en boxe, on ne se le cachera pas, c'est beaucoup des hommes comme au hockey avant que Chantal soit là. On a beaucoup d'hommes, donc pour moi, c'est très inspirant de voir le parcours qu'elle a fait. Mais sinon, celle qui, je pense, a allumé une étincelle quand j'étais jeune, c'est Manon Rhéaume. Parce que, j'en parlais justement cette semaine, Manon Rhéaume, à l'époque, ce qu'elle a fait d'être la première et la seule d'être goaler pour le Lightning de Tampa Bay dans la Ligue nationale, quand je regardais ça à la télé avec mes yeux d'enfant, c'est comme si ça m'avait dit « Hey Marie-Ève, tout est possible. » C'est possible. Puis, ce que je disais aussi, c'est qu'au fil des ans, plus j'ai grandi dans tout ça, j'ai réalisé que ce geste-là est encore plus gros aujourd'hui parce que 30 ans plus tard, 20-30 ans plus tard, il y a toujours personne qui l'aura fait. Donc, ce qu'elle a accompli, pour moi, c'est devenu encore plus significatif parce que c'est pas devenu la norme, c'est pas devenu une mode. On a vu Eve Gascon qui l'a fait dernièrement, là, bien sûr, à petite échelle dans la Ligue junior majeure de hockey, mais ça reste que pour moi, ça m'a dit, Marie-Ève, tu peux être une fille puis faire un sport qui est dit de gars. Donc, ça a vraiment semé quelque chose quand j'étais jeune. Et est-ce qu'il y a des enjeux qui se ressemblent au niveau du hockey féminin versus la boxe féminine? Est-ce que tu penses qu'il y a des corrélations à faire? Clairement. Puis, tu sais, je pense que c'est vrai pour la boxe, c'est vrai pour le hockey, c'est vrai pour tous les sports féminins. Il y a les enjeux monétaires, là, on ne se le cachera pas, l'égalité, l'égalité salariale et tout ça, tu sais. Puis j'ai vraiment l'impression, à part maintenant au tennis, où il y a quelques tournois majeurs que les femmes vont toucher les mêmes bourses que les hommes, ça reste qu'au niveau des commanditaires et tout ça, on est encore à des années-lumière. Puis j'ai vraiment l'impression qu'on est pris dans un engrenage, on est pris dans un cercle vicieux dans le sens où les diffuseurs ne diffusent pas de sport féminin. Donc, les gens ne regardent pas, les gens ne connaissent pas ça, ils ne veulent pas en voir, donc les diffuseurs n'en montrent pas. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on est pris dans un engrenage. Par contre, je dirais qu'au cours des dernières années, ça a vraiment évolué. Là, on l'a vu avec l'équipe de soccer féminine lors des derniers Jeux olympiques qui sont allés chercher des codes d'écoute incroyables. Écoute, record, on le voit tranquillement en boxe, on a des femmes qui font la finale dans des événements majeurs. Donc, clairement, on voit qu'en UFC, beaucoup, je pense que ça aussi, c'est un sport dans lequel ils ont été vraiment précurseurs. Donc, on le voit que c'est appelé à changer. Par contre, on a encore beaucoup de travail à faire. Puis, tu sais, derrière ça, moi, ce que j'ai envie de lancer comme message, c'est prenez le temps d'aller voir un match de hockey féminin. Vous avez des filles, vous avez des garçons à la maison. Autant au hockey qu'au soccer et tout ça, le spectacle est grandiose. Souvent, c'est beaucoup moins dispendieux qu'aller voir une partie au Centre Bell. Puis, tu sais, je pense que c'est comme ça qu'on va intéresser les plus jeunes. C'est comme ça qu'on va créer quelque chose, on va changer les mentalités. Je pense que ça va partir de là. Puis c'est tellement des beaux événements, c'est tellement des journées qui sont mémorables pour les enfants. Tu sais, je pense que ça va passer par là. Mais je pense qu'aussi avec des programmes mixtes, quand on regarde à la boxe,
Tu sais, quand tu as un programme, puis bon, tu as des combats féminins puis masculins, ça fait que tu découvres, parce que tu arrives avant, tu as la grande carte, mais ça te permet de découvrir des athlètes, des combattants, des combattantes, puis après ça, tu les suis. Bien, je pense qu'au hockey, comme dans tous les sports, de pouvoir faire des programmes mixtes comme ça peut être une façon d'amener les gens à découvrir. Clairement, clairement. Le hockey, c'est un jeu de passe. On a besoin habituellement d'une aide. C'est très rare qu'on va d'un bout à l'autre de la patinoire. Quelle a été pour toi cette personne, un organisme ou un moment qui a fait une différence dans ta carrière? Bien, en fait, je vais répondre à 2 volets. Okay. Dans cette question-là, je vais répondre par un organisme qui m'a permis de croire quand j'étais jeune que c'était possible. Donc, la Fondation Élite de Saint-Eustache, c'est une fondation incroyable. D'ailleurs, moi, j'en ai fait partie, Michael Kingsbury, Alexis Lafrenière. Donc, on est tous des athlètes qui ont été supportés par cette fondation-là. Cette fondation-là m'a permis d'aller aux championnats mondiaux en Espagne, en Italie, en Allemagne. Puis, on ne se cache pas, la compétition de haut niveau, c'est excessivement dispendieux. Puis, il y a beaucoup de familles qui ne peuvent pas se permettre ça. Donc, moi, j'ai pu compter sur cette fondation-là. Puis, quand je suis revenue de mes premiers championnats du monde, j'avais 18 ans. Je suis revenue, je suis partie avec mon sac à dos en Espagne, je suis revenue, j'étais championne du monde. C'est comme si, après ça, il n'y avait plus de limite pour moi, il n'y avait plus rien qui était impossible. Puis, c'est vraiment ce qui a fait l'athlète que je suis aujourd'hui. Donc, cette fondation-là m'a permis, en tant qu'adulte, mais en tant que jeune athlète, de croire en moi. Puis sinon, ben, c'est mon équipe. L'équipe qui m'encadre en ce moment, c'est incroyable. Souvent, j'ai même souvent dit, j'ai l'impression qu'ils croient plus en moi que moi, je peux croire en moi. Là. Fait que ces gars-là qui m'entourent, il y a des matins où tu es comme plus difficile. Puis là, je me dis, ils travaillent tellement fort, ils croient tellement fort en moi que je vais show up, là, puis je vais juste leur montrer qu'ils ont raison de le faire. Donc, clairement, là, ces gars-là qui m'entourent là, sont un game changer dans ma vie. Parce que c'est vrai que ça coûte cher, quand on est rendu à des niveaux de compétition, c'est important l'accessibilité. Puis, on parlait tantôt de la place des femmes puis des bourses féminines. C'est pas juste facile. Oui, tu es super occupé, mais tu te dois te démener pour aller chercher l'argent pour pouvoir continuer à faire ta carrière. C'est pas aussi, on n'est pas dans les bourses que certains hommes peuvent recevoir. Là. Bien, c'est sûr que avant de devenir championne du monde, je dirais qu'il y avait quand même une certaine équité. Là. Donc, je gagnais pas mal la même chose, même des fois plus que les hommes qui faisaient les cartes au Québec. Donc, ça, écoute, ça a toujours été comme super bien. Puis, en ce moment, je gagne très bien ma vie. Là. Je ne suis vraiment pas à plaindre. C'est sûr qu'il y a les commanditaires qui aident beaucoup, qui me supportent, mais somme toute, je serais capable de vivre 100% de mon sport. Tu sais, oui, c'est sûr que je fais des communications, des médias, mais je le fais parce que j'aime ça. Je ne le fais pas nécessairement parce que j'ai un besoin de le faire. Mais ça reste que quand on compare les bourses qu'une femme championne du monde va remporter versus un homme, on est à des années-lumière. Puis ça reste que la boxe, c'est comme tous les sports professionnels, ben, c'est une business. Donc, ça va avec la rentabilité et tout ça. Puis, ben, malheureusement, la boxe féminine n'est pas assez populaire, donc il n'y a pas autant d'engouement, donc c'est ce qui peut justifier ça. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que prochainement, au mois d'avril, il va y avoir un combat entre Amanda Serrano et Katie Taylor, et c'est le premier combat de femmes où les deux toucheront une bourse supérieure à $1 million. Donc, ça, c'est vraiment... super bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. Mais chez les hommes, tu ne combats pas en championnat du monde en bas d'1 million d'habitude. Oui, mais il faut regarder les pas. Non, mais c'est ça. D'habitude, c'est une norme. Mais bref, c'est ça. mais en même temps, moi, je comprends, on a hâte que ça soit l'égalité, mais il faut faire des pas. On ne peut pas partir, à un moment donné, pour arriver à destination, il faut avancer. Puis l'important, c'est de toujours avancer, puis c'est d'aller chercher des gains, puis éventuellement, on va y arriver. Moi, c'est ce que je crois aussi. Puis, tu sais, je pense pas que c'est en restant à la maison puis en faisant juste crier à cette inégalité-là. Ça prend des actions, ça prend des performances, ça prend des femmes qui vont monter dans le ring puis qui vont être spectaculaires comme un combat d'homme pour que les gens ont envie de le regarder. Puis, tu sais, on part quand même de loin parce qu'il n'y a pas si longtemps, on parle des années 1900 et tout ça. Pierre de Coubertin disait qu'une femme musclée, c'est une disgrâce pour l'œil. Donc, pendant longtemps, on a perçu les femmes comme des femmes au foyer. Les femmes athlètes, ben, tu sais, c'était comment c'est correct, mais ça n'en prend pas trop. Donc, on doit briser toutes ces années-là où... Ces tabous-là, ces barrières-là. Ben, il faut briser ces barrières-là, mais aussi,
il faut développer les athlètes féminins parce que maintenant, dans les années 2020, une femme est aussi encadrée et entraînée qu'un homme. Ouais. Mais c'est récent. Donc, on a beaucoup de chemin à faire parce que même les femmes qui boxaient autrefois, c'était souvent des femmes qui voulaient poser pour Playboy, voulaient devenir mannequin, des choses comme ça, puis faisaient de la boxe juste pour sortir du lot. Exact, juste pour sortir du lot, pour aller attirer un petit peu le regard. Donc, c'est pour ça qu'on a encore des rondes de 2 minutes parce qu'on devait protéger ces athlètes-là qui étaient plus ou moins des athlètes à l'époque, mais on remonte à pas si longtemps. Donc, par le temps qu'on développe les femmes, par le temps que le bassin soit un bassin de boxeuses de qualité, on a besoin de temps. Puis c'est un peu comme ça, lentement, qu'on va y arriver, là. Faut juste dire que c'est possible. Je pense que de le voir, c'est d'y croire. On le dit souvent. Tu sais, moi, avec Femmes d'hockey, c'est un peu ça. Je dis, moi, je vais prendre action. Je n'attendrai pas qu'on me dise, oui, ton projet est intéressant. Ouais. On le fait, go, on le part parce que on va montrer aux gens que les gens sont intéressés à entendre parler autrement de hockey, des femmes dans le hockey, puis à tous les niveaux. Pas juste des joueurs ou des joueuses, parce que pour moi, c'est ça, le hockey, c'est comme tu es une passionnée de hockey, tu aimes ça, tu as grandi, on apprend des choses sur toi à travers le hockey. T'sais. Exact. Il n'y a pas personne qui est indifférent au hockey. T'aimes ou t'aimes pas. Exact. Mais il y a de quoi à dire. Ça, c'est sûr. Écoute, vestiaire, c'est le temps où je te demande, parce qu'on aime ça. Si tu passes dans le vestiaire, on ne veut pas que ça reste dans le vestiaire. Nous, on veut avoir des anecdotes, des histoires inédites. Ça peut être en lien avec le hockey, un joueur de hockey ou dans ta carrière, selon ce que tu as envie de nous partager aujourd'hui. Écoute, vestiaire, moi, ce que j'ai envie de partager, c'est à quel point, des fois, là, tu sais, dans les vestiaires, il y a n'importe quoi qui se passe, puis... J'imagine. Ouais, écoute, autant avec les gars au hockey qu'à la boxe et tout ça. Puis moi, ce que je veux vous partager, c'est la fois où dans un vestiaire, mon adversaire était comme juste à côté. Okay. Puis on était à quelques minutes de monter sur le ring. Puis elle avait oublié son mouthpiece, son protecteur buccal, tu sais. Puis là, c'est exact. Puis là, on est au Casino de Montréal, donc il n'y a pas de magasin proche. On ne peut pas aller en acheter. On est comme peut-être à 1 heure du combat, là. Donc on est très limité. Puis là, tout le monde cherche un mouthpiece. Il n'y a personne, tu sais, qui a une mouthpiece à vendre dans le casino. Puis là, moi, tout bonnement, je dis, j'en ai un super, tu sais, dans mes affaires. Puis c'est comme un mouthpiece à 5 $. C'est pas un mouthpiece comme le dentiste, mais il est quand même moulé à ma bouche. Là, je l'ai déjà mis. Puis là, elle fait comme « Ah, cool, merci! » Puis là, moi, je suis comme « Oh! » Mais elle n'a pas rincé, elle n'a pas reformé. Elle a juste fait « Ah, merci! » Puis elle l'a mis, puis elle est partie. Puis j'ai fait comme « My God! » Puis là, le combat finit. Fait que là, ça cogne à la porte de mon vestiaire. Elle te redonne le mouthpiece! Ouais. Puis là, je suis comme, non, you can keep it. Là, fait que, bref, c'est ça. C'est une des nombreuses choses qui m'est arrivée, mais je pense que c'est l'affaire la plus dégueulasse que j'ai vue de ma vie, là. Mais c'est surtout... Écoute, me semble que tu t'en vas combattre, tu t'en amènes quelques-uns, tu sais. Non, mais ça, moi, je peux comprendre, parce que moi, je suis la fille qui a oublié tout dans sa vie. Là. Je suis genre déjà arrivée au casino, j'avais oublié mes souliers pour boxer. Ouais. Oh. Non, moi, c'était terrible. Là. J'arrivais dans des compétitions de karaté, j'avais oublié ma ceinture, j'avais oublié mon kimono, j'avais oublié mon beau. J'ai tout oublié dans ma vie. Puis, c'est ça. Fait que ça, je peux comprendre, mais jamais un mouthpiece, là, non. J'imagine. En tout cas, très, très, très drôle. Disons que, c'est un petit malaise qu'elle n'arrête pas non plus, là. C'est surtout ça, mais bon. Elle a fait un bon combat, là. Ça a été un combat difficile, mais je veux dire... Tu as donné ton énergie avec ton mouthpiece. Je ne sais pas si elle allait être confortable, mais je pense pas. Marie-Ève, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous jaser à Femmes d'hockey. On va te suivre, bien évidemment, dans ta conquête pour devenir championne unifiée et dans ton parcours dans les communications, parce que c'est toujours rafraîchissant de t'entendre. Merci beaucoup. Un plaisir d'avoir été avec toi.